Et on enchaîne avec Mais, comme parfait. 28 jours plus tard, de Danny Boyle, sorti en 2003, et c'est mon troisième visionnage. Un film dont j'avais de très bons souvenirs et qui est en effet une excellente redynamisation, est-ce que ce mot existe, dites-moi, du film de zombies, en prenant comme point de départ le virus de la rage se propageant dans le monde entier par une contagion par le sang, très bien orchestré par Danny Boyle qui offre un film stylisé et stressant avec ses infectés bien plus agiles et rapides qu'à la normale. Il fait aussi une très bonne utilisation de l'image, en choisissant volontairement un grain et un visuel dégueulasse qui donne un vrai cachet au film et des enjeux humains de l'histoire, notamment dans une dernière partie plutôt jubilatoire et bien pensée. Bref, c'est sanglant, intelligent et plutôt stressant. Que demande le peuple, à part des fellations forcées et plus d'exhibition de pénis de Cillian Murphy évidemment. Volte-face de John Woo, sorti en 1996. Avec un postulat de départ au mieux invraisemblable et au pire ridicule, c'est-à-dire un flic endeuillé qui échange son visage avec celui du tueur terroriste psychopathe qui a tiré accidentellement sur son fils, et ce faisant l'a tué, John Woo offre pourtant un excellent film d'action mature, sombre et qui tire toutes les bonnes combinaisons que pouvait décliner le concept tiré par les cheveux qui l'anime. Et avec ça, bien évidemment, il y a les scènes d'action typiques de John Woo, démentiellement exagérées, stylisées, violentes et jouissives. Et les deux performances non moins intéressantes de Travolta et Nicolas Cage, qui semblent bien s'amuser à imiter chacun le jeu survolté et exagéré de l'autre. Bon, je vous l'accorde, c'est un peu débile et c'est beaucoup moins bien que ce qu'a pu faire John Woo dans sa carrière hongkongaise et dans les Trois Royaumes, mais je vous le conseille quand même. Predator de John McTiernan, sorti en 1982, dont c'est mon premier visionnage étrangement. Même le film d'action a ses chefs-d'œuvre et ses grands maîtres, et John McTiernan en est un, définitivement. Predator c'est moins génial que Die Hard 1 et 3, mais c'est quand même jouissif, violent, très bien construit, un survival angoissant et intelligent, bref, culte. Au cinéma, The Amazing Spider-Man 2 de Mark Webb, sorti en 2014, bien évidemment. Bien meilleur que le premier épisode, plus maîtrisé et spectaculaire, mais malheureusement tout autant nivelé par le bas par son aspect sériel, qui finit par introduire bien trop de choses et ne fouille pas les plus intéressantes, ce qui finit par réduire l'impact émotionnel que pourrait avoir le final du long métrage, qui reste quand même assez ridicule. Ça reste quand même très fun et bien au-delà du premier épisode qui avait un manque d'épique et de grosses couilles. Balada Triste de Alex de la Iglesia, sorti en 2011. Un film très étrange et particulier qui surprend par les élans extrêmement sombres et très violents, voire gore, que prend ce triangle amoureux, où deux clowns se battent pour une jolie trapéziste dans le contexte de la guerre civile espagnole. Ça ne s'invente pas. Si je n'ai pas non plus été totalement accroché, De la Iglesia fait honneur à un cinéma espagnol en colère, particulièrement fou et quelque peu difficile d'accès, mais de très bonne facture quand il en vient aux images et à la mise en scène, autant qu'à l'humour noir et l'extravagance du scénario, qui voit un clown triste déguisé en curé se promener avec des mitraillettes et menacer des enfants. Et après tout, pourquoi pas? Hein? 28 semaines plus tard, de Juan Carlos Fresnadilla, sorti en 2007 et dont c'est mon deuxième visionnage. Bon, on aurait pu craindre le pire avec cette suite non supervisée par Danny Boyle, et on se retrouve heureusement avec une œuvre plus que potable, qui tente et réussit parfois de rendre hommage à la puissance évocatrice du premier, avec son ultra-violence, sa cruauté et la menace humaine, mais échoue à tout attachement émotionnel en multipliant des ficelles aussi grosses que ma bite, qui finissent par étrangler dans l'œuf un long métrage pourtant rempli de bonnes intentions et d'un pessimisme assez rare. Et pourtant j'aime bien étrangler des trucs avec ma bite. The Social Network de David Fincher, sorti en 2010, et dont c'est mon deuxième visionnage. Non linéaire, ambigu, incisif et très intelligent, ce film sur la création de Facebook et surtout sur les nombreux problèmes et conflits juridiques qu'elle a engendré, et la plus grande maîtrise de montage, de scénario, de réalisation et de dialogue de David Fincher. Tout gravite aussi autour de talentueux interprètes, dont un Jesse Eisenberg, putain. Tout gravite aussi autour de talentueux interprètes. Tout gravite aussi autour de talentueux interprètes, dont un Jesse Eisenberg qui retranscrit à merveille toute la complexité du personnage central, qui n'est pas seulement le salopard nerd qu'il aurait pu représenter. Bref, un excellent film que je vous conseille. The Host de Bong Joon-ho, sorti en 2006 et qu'il ne faut surtout pas confondre avec The Host d'un mec qui a perdu tout son talent, sorti en 2012. Il n'y a pas que la créature qui est atypique dans The Host, car Bong Joon-ho nous offre un film de monstre décalé et diablement original qui s'éloigne autant que possible des chemins tout tracés. Tour à tour mélange d'horreur, d'action, de drame familial ou de satire sociale à l'humour jouissif, parfois même au sein d'une seule scène, le long métrage est une sacrée perle du cinéma de genre coréen, dans lequel on finit par... Mais ta gueule! Salut. Le
long métrage est une sacrée perle du cinéma de genre coréen, dans lequel on finit par pardonner beaucoup de choses, tout en s'armant de second degré pour pleinement profiter de la chose, et du surjeu habituel des acteurs coréens qui, pour ma part, ne me dérange pas tant que ça en fait. C'est ce qui fait un peu le charme des films aussi. Jurassic Park de Steven Spielberg, dont c'est seulement mon deuxième visionnage étrangement. Spielberg est un maître du divertissement et sait y faire quand il s'agit de nous émerveiller et de faire vivre une aventure pleine de suspense et de personnages attachants avec des putains de dinosaures et des putains de T-Rex. Bref, un film culte qui ne vieillit pas, et c'est un de ces films qui ne vieillira sûrement jamais en fait. C'est ça qui est bien. Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black sortait en 2008. C'est en même temps un hommage hilarant et rempli de dialogues et scènes savoureuses au polar noir dans sa forme la plus simple, c'est-à-dire un narrateur, plus un détective, possiblement gay, plus une femme fatale. Et en même temps, c'est un véritable film de genre bien ficelé, et très drôle aussi quand même. Donc voilà, c'est bien ce genre de film qu'on peut revoir de temps en temps sans s'en lasser, et c'est ça qui est bien. Die Hard 3, Une journée en enfer de John McTiernan, toujours lui, sorti en 1990. Dont c'est mon troisième visionnage. Définitivement l'un de mes films d'action préférés, qui donne autant d'importance aux fusillades, courses-poursuites et explosions, qu'au suspense et au duo d'acteurs favoureux entre un Bruce Willis qui s'en prend toujours plein la gueule, et un Samuel Jackson qui est emporté malgré lui dans cette jubilatoire chasse à la bombe, avec en bonus des devinettes toujours aussi agréables. Dancer in the Dark de Lars von Trier. C'est pas joyeux, c'est même plutôt déprimant et souvent assez dur à regarder. Mais c'est une expérimentation extrêmement intéressante où la chanteuse Björk est non seulement une très impressionnante interprète principale, mais aussi la compositrice d'un film musical qui mélange allègrement l'horreur de la réalité et la comédie musicale fantasmée par Selma, protagoniste devenant aveugle et emplie de gentillesse et d'innocence que le scénario très sombre torture jusqu'au bout, jusqu'à un final particulièrement sec et bouleversant. Je ne veux jamais rencontrer Lars von Trier, ou peut-être que si en fait, mais je reconnais que c'est un cinéaste extrême, mais très talentueux. Et oui, j'ai changé d'habit. Phantom of the Paradise de Brian De Palma, sorti probablement en 1982. Cette adaptation bigarrée est plutôt déjantée du fantôme de l'opéra, avec une pincée de Faust et de Dorian Gray, bref, tous ces PD qui vendent leur âme au diable, retranscrit bien évidemment dans l'univers cruel et kitschissime de la pop rock des années 80 par Brian De Palma, démontre sans être un chef-d'œuvre à quel point il excelle dans le désuet et dans le pastiche haut en couleur de Hitchcock. Bon, après il faut bien apprécier la pop 80s qui noie cette hybride de comédie musicale, mais il y a quand même assez de choses à voir tout de même, surtout pour les personnages de Swan. Las Vegas Parano de Terry Gilliam, sorti en 1997. Sans but, totalement taré jusqu'à en devenir presque un visionnage pénible, Las Vegas Parano est avant tout une géniale expérience sous drogue illicite, dont le manque d'intrigue déplaira à beaucoup de spectateurs, mais dont l'aspect totalement déchaîné des acteurs et de la réalisation supervisée par un Terry Gilliam plus créatif et visuellement bigarré que jamais, j'aime beaucoup ce mot, fera adorer le film à beaucoup d'autres. Moi je ne suis pas trop sûr, mais Gilliam est définitivement un mec que je vénère. Autant que ces putains de drogue. Le labyrinthe de Pan, qui a sûrement un titre plus classe en espagnol, mais que je vais pas oser prononcer, de Guillermo del Toro, et dont c'est mon troisième visionnage. Oui, je sais que ça sert à rien de préciser, mais arrêtez. À la fois conte intimiste et bouleversant, s'invitant dans une réalité atroce et film de guerre extrêmement dur et violent, où se placent des pointes de poésie et de fantaisie, le labyrinthe de Pan est sûrement le sommet de del Toro, où il montre en même temps sa maîtrise de la magie, de l'horreur et des créatures monstrueuses, avec le mangeur d'enfants particulièrement, qui est absolument terrifiant, même si souvent elle reflète le véritable monstre du film, c'est-à-dire le capitaine nazi. Nazi. Enfin, il faut reconnaître que c'est vraiment une sacrée pute ce mec, hein. The Chaser d'un mec coréen qui s'appelle Hong Jin-na-komak, sorti en 2008. Un polar parfaitement mené qui, malgré de grosses ficelles, emporte facilement le spectateur dans une intrigue ultra bien foutue à défaut d'être originale, où le but n'est pas de trouver le meurtrier, mais bien de l'inculper, critiquant ainsi par là, non sans une pointe d'humour, l'inefficacité de la police locale pour coincer de véritables monstres sans avoir besoin de frapper ou de menacer. Bref, c'est rythmé, efficace et jamais ennuyeux, mais aussi très sordide, violent et malsain. Donc les âmes sensibles, vous pouvez toujours vous masturber pendant 2 heures, c'est cool et ça marche aussi. Zodiac de David Fincher, sorti en 2007. Ce n'est pas non plus le meilleur de Fincher, mais définitivement un polar hypnotisant, passionnant, et au final plutôt jubilatoire dans le mystère et le casse-tête que représentent ces véritables meurtres et le jeu de piste qui suivit. Bon, si le film s'amuse à considérablement s'étendre dans toute cette enquête, c'est-à-dire sur quasi 3 heures dans la Director's Cut, ce qui peut paraître un peu trop, il est indéniable que Zodiac est un travail d'orfèvre, mais avant tout un sacré plaisir pour un fan de thriller comme moi, surtout avec une telle distribution au cinéma.
Aïe. Maps to the Stars de David Cronenberg. Un bien étrange film que voici, croisement entre David Lynch de Mulholland Drive, en plus linéaire et plus compréhensible quand même, et de David Cronenberg nouveau qui semble maintenant plus consacrer ses films au mental qu'au boyau ou d'incestin dénudé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Maps to the Stars est avant tout un grand règlement de compte envers Hollywood, avec sa galerie de personnages au choix défigurés, avec une Mia Wasikowska dangereusement séduisante, névrotique, avec une Julianne Moore assez impressionnante, incestueux, psychobite, mais non, c'est pas ça, c'est pas des psychobites, putain! Incestueux, psychotique, mais surtout presque totalement dénué d'humanité pour certains. Il y a donc beaucoup de choses à apprécier, l'ambiance, les personnages aux multiples facettes, le script choral, les dialogues souvent savoureux et étonnamment remplis d'évocations de vrais acteurs, réalisateurs au film, la férocité du portrait livré de l'usine à rêve, ou encore bien évidemment les acteurs, surtout l'ado et Julianne Moore. Mais je suis quand même plutôt dérouté dans le tout de l'œuvre et dans son message. N'empêche que rétrospectivement, et après avoir mûri ma réflexion, ça tend vers le plutôt bon, mais ils auraient quand même pu exploiter certains éléments intéressants du scénario mieux. Vive la masturbation. Cheap Thrills de E.L. Kratz, sorti en 2014. Un direct vidéo plutôt trash, mais jamais gore, qui montre l'appât du gain dans sa forme la plus atroce et extrapolée en situation de crise, en nous montrant deux anciens amis prêts à se détruire pour un jeu d'argent cap ou pas cap, qui semble aller de plus en plus loin jusqu'à un final particulièrement nihiliste. Bref, un concept ludique qui ne manque pas d'humour noir, mais qui arrive toujours à maintenir une tension dramatique et un malaise sous-jacent dans une histoire de fric jusqu'au boutiste et à franchement déconseiller à ceux qui aiment les films doux et familiaux. Et oui, bande de Wolverine, le combat de l'immortel de James Mangold, sorti en 2013. Wolverine avait le potentiel, la violence, assez surprenant pour un tel blockbuster, et surtout le décor pour être l'un des meilleurs films de la prolifique mythologie des X-Men. Mais Marvel, avec ses scénarios brouillons et son quota forcé de grosse musique, d'intrigues romantiques, d'humour et de scènes d'action, nivelle le niveau vers un bas un peu moins excitant, surtout quand le film finit par s'éloigner du noble hommage au polar japonais voulu par Mangold, vers la science-fiction un peu trop ta gueule, c'est scientifique à la Iron Man. Et ça c'est bien dommage. Ça fait 20 films vus en mai, et c'est plutôt bien. Mais ça je l'avais déjà dit la dernière fois, donc au revoir et je vous encule. J'aime ma bite, je l'aime, regardez, c'est un portable. Mais quel est ce portable? En fait, c'est une tumeur de ma bite. Regardez, on voit un espèce de cordon, mais en fait, c'est un avortement. Regardez-le, c'est le sida. Est-ce que vous aimez le sida? C'est pas bien, vous aimez pas le sida. Regardez cette magnifique bite. Oui, une bite.